cette dernière session tout entière consacrée à la question de la postérité de Don Michel, qui nous permettra d'aborder des questions extrêmement variées, à la fois des questions de support de communication de cette mémoire à travers les feuilles volantes ou aussi à travers l'iconographie, qui nous permettra aussi de circuler géographiquement, puisque nous aurons notamment l'occasion d'aller au Nouveau Monde. Nous irons à Rome aussi, puisqu'il sera question de procès de béatification. Et puis, cette question tant attendue et déjà si souvent évoquée d'une édition bonne et vraie qui nous permettra de terminer cette session. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Patrick Malrieux, président de l'Institut culturel de Bretagne, sur les débuts de la renommée Michel Lenoblet dans les feuilles volantes, pour une demi-heure. Avant de démarrer, j'aimerais faire des remerciements. Je ne sais pas à qui on doit le fait que ce colloque se tienne ici aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est de l'humour ou si c'est de la prédestination ou une volonté divine subliminale, mais faire un colloque sur le missionnaire Michel Lenoblet, ici au musée qui est situé place de l'Enfer, franchement ça s'invente pas. Bien, donc mon sujet est de parler de Michel Lenoblet dans les feuilles volantes. Alors je ne sais pas si, je ne crois pas que ce soit le début de sa renommée, mais en tout cas effectivement sa prise en compte sur le plan de la vulgarisation et en direction d'un public populaire, les feuilles volantes ont certainement contribué à cette vulgarisation. Et il est effectivement opportun d'associer le nom de Michel Lenoblet et les feuilles volantes, non pas parce qu'il en est lui-même édité, on n'en sait rien, enfin on n'en a pas de trace en tout cas, mais le fait qu'il ait utilisé les tableaux se retrouve effectivement dans les feuilles volantes. Comme on le voit ici sur ce dessin bien connu d'Olivier Perrin, ou encore plus près de nous sur voilà, sur cette photo. Et effectivement, Eudo de Kervilio, quand il devient responsable en 1658 des missions en Pays Vanté, précise que le missionnaire doit avoir soin, je cite, qu'il y ait un mercier pour des chapelets, des crucifix, des images de Notre-Dame, des bénitiers et des cantiques d'aumônoir. C'est Daniel Giraudon qui rappelle ça dans son article sur les chanteurs en plein vent, mais ça montre bien le lien entre en fait les cantiques, les missions, et d'ailleurs d'une manière générale on trouve dans le répertoire de feuilles volantes souvent des feuilles volantes sur les missions de tel endroit, les missions de tel endroit. Donc juste quelques généralités rapides sur les feuilles volantes sans trop insister. Impression en breton, à une époque où les journaux étaient rares et onéreux, et qui était donc impression qui était vendue sur les foires, les marchés, les pardons, par colportage. Souvent on dit bon marché, encore faut-il s'entendre sur ce que veut dire bon marché, parce que on va le voir, les feuilles volantes étaient souvent vendues 10 centimes. À une époque, première moitié du 19e siècle, où un ouvrier agricole gagnait 25 centimes par jour, un tisserand 50 centimes. Donc ça veut dire qu'une feuille volante aujourd'hui vaudrait, bon marché, 16 €. Bon. Néanmoins, effectivement, c'était fait en direction les journaux coûtaient encore plus cher. Donc c'était fait en direction d'un public populaire. Hier, la question a été abordée sur la question de la critique littéraire qui
disqualifié souvent en termes très durs les feuilles volantes pour des questions de langue, d'imperfection de style, d'auteur inculte et que sais-je. Pour pondérer un peu les choses, on peut dire qu'on trouve la même attitude de la part des lettrés dans différents pays. C'était vrai en France, c'était vrai en Angleterre, c'était une attitude générale. On peut aussi remarquer que bon nombre de ces feuilles volantes si disqualifiées sont devenues traditionnelles. Ce qui veut dire qu'elles ont connu un véritable succès dans la population, alors que dans bien des cas, les œuvres des critiques sont, elles, aujourd'hui, totalement oubliées. Et donc, ça permet de pondérer les choses. Par ailleurs, quand on regarde la liste des auteurs des feuilles volantes, alors il y a, par une espèce de réflexe romantique moderne, je ne sais pas, systématiquement, et bien que de nombreux auteurs, que ce soit Olivier, Giraudon, etc., disent le contraire, et enfin rétablissent la vérité, bien souvent on continue à avoir dans la tête feuille volante égale mendiant, aveugle si possible et illettré. Quand on regarde la liste des auteurs de feuilles volantes, c'est absolument pas ça. Et en particulier quand il s'agit de feuilles volantes religieuses. Mais d'une manière générale, on va trouver des prêtres, des clercs, des imprimeurs, des fonctionnaires. Donc, nécessairement, entre l'image, le cliché qu'on en a et la réalité, il y a une bonne différence. Je ne voudrais pas ramener sur le tapis le débat qui a été entamé hier, non plus sur les caractères linguistiques et le fameux Brezon-Bellec. Mais donc d'un côté, on a certainement poussé la discrimination, le balancier trop loin dans le sens de la discrimination. Il ne faut pas commettre non plus la même erreur dans l'autre sens. Mais dans bien des cas, l'anathème était abusif. Et je dirais qu'aujourd'hui, bon nombre de Bretonnants pourraient envier le breton des feuilles volantes, quoi qu'on en dise. Donc, quoi qu'il en soit, ces feuilles volantes sont le reflet de l'intérêt de la population, surtout à partir du moment où les éditions se multiplient, c'est qu'il y a des acheteurs. Et en tout état de cause, c'est aussi un témoignage de l'intérêt des auteurs eux-mêmes concernant un sujet particulier. Des feuilles qui ont des fonctions multiples, une fonction prosélyte, que ce soit du prosélytisme républicain, religieux, breton, enfin il y a une fonction prosélyte, une fonction d'information, en particulier pour les faits divers, une fonction sociale quelquefois, l'exemple donné souvent par rapport au choléra, par exemple, comment introduire dans les populations qui ne lisent pas les journaux, etc., des principes pour lutter contre telle ou telle maladie. Bon, ça a souvent été évoqué. Et puis, à côté de ça, la feuille volante avait sans doute l'aura de l'imprimé, d'une part, fonction d'aide-mémoire, sans doute aussi, éventuellement une fonction porte-bonheur. Par exemple, ici, on voit une feuille volante de Sainte-Barbe collée au dos d'un banc-coffre. Sainte-Barbe en tant que protectrice contre la foudre et les incendies, donc une espèce de fonction porte-bonheur. L'âge d'or des feuilles volantes, disons le 19e siècle, début du 20e. Et pour donner une idée des feuilles volantes religieuses à l'intérieur du corpus général, alors ça, ce sont des pourcentages, il ne faut pas prendre ça comme des valeurs absolues, ce sont des pourcentages qui sont établis à partir de la situation actuelle du site corn.bzh sur lequel on peut retrouver ces feuilles volantes. Et sur presque 6000 chansons,
on voit que dans la fonction gazette, il y a à peu près un tiers, chansons relatives aux amours en général, qu'ils soient déçus ou pas, 19%, les chansons à la gloire du pays, des célébrités, prosélytisme politique, etc., 25%, la vie quotidienne de la société, 29%, les chansons relatives à la religion ou au prosélytisme religieux, un tiers également. Et à l'intérieur de ce tiers-là, il faudrait distinguer entre les vies de saints qui sont souvent plus proches des guers, les chansons sur les sujets religieux ou bien des cantiques et des implorations. Donc, passons. Ce qui reste significatif, c'est quand même les rééditions qui peuvent en être faites avec évidemment le hit parade qui revient au grand centre de pèlerinage, Sainte-Anne, le Folgoët, etc. Où alors là, il y a une multiplication des éditions, il y a une grande fréquentation, il y a un encadrement religieux, enfin clérical, etc. Et puis cette fonction souvenir, porte-bonheur que j'évoquais tout à l'heure. Donc comment se situe Michel Lenoblet à l'intérieur de cet ensemble? Pas si mal. Très rapidement, on a 2 feuilles sur la vie de Michel Lenoblet lui-même, une coupure de presse, on en parlera tout à l'heure, 2 feuilles qui transmettent des chants réputés composés par Michel Lenoblet, 2 feuilles sur ses sœurs, où il est largement question de Michel Lenoblet, et puis la tradition orale, qui n'est pas feuille volante, mais enfin qui fait partie de cette vulgarisation de la connaissance autour de Michel Lenoblet. Donc c'est pas si mal, Monoir fait pas mieux, il y en a d'autres qui font beaucoup moins bien, hein. Mitterrand, par exemple, n'a que 2 feuilles volantes à son actif. Bon, c'est vrai que jusqu'à a priori, personne n'a cherché à le béatifier, mais enfin, quand même. Donc, les vies de Michel Lenoblet. Disons tout de suite que les feuilles volantes ne nous apprennent rien de fondamental, de nouveau, par rapport à ce qui était déjà connu à l'époque où elles ont été éditées. Simplement, effectivement, elles vulgarisent des choses qui avaient déjà été dites, que ce soit par Monoir, par le Père Verjus, par Lobinot, etc., au fil des temps. Donc, ce qui est vrai, c'est que s'adressant à un public populaire, elles font effectivement partie des premières tentatives de vulgarisation, et il faudra attendre la fin du 19e pour voir se multiplier des ouvrages qui ont été évoqués hier, Père Régent du Vernier, Blusen, Drezen, Gouvelot, etc. Qui elles-mêmes étaient souvent, alors aussi bien les feuilles volantes que ces ouvrages-là, étaient souvent en relation aussi avec les tentatives pour alimenter le procès en béatification. Donc, le numéro que vous voyez là-haut, par exemple C290, renvoie à la base consultable sur Internet sous le nom com.bzh. Donc toutes les personnes qui souhaiteraient pouvoir avoir accès aux documents eux-mêmes in extenso font com.bzh, et pour faciliter la recherche, elles tapent le numéro dans la case référence et elles tomberont sur la feuille volante elle-même. Donc une première feuille volante sur la vie de Michel Lenoblet, qui a été éditée, ça semble être la plus ancienne, a priori, enfin, en tant que vie de Michel Lenoblet. Sorti chez Victor Guilmer à Borlée. Je voudrais, par rapport à ce site sur les feuilles volantes, je voudrais au préalable en profiter pour remercier les bibliothèques publiques et privées d'une manière globale
qui m'ont permis d'accéder à leurs documents, de les scanner, de pouvoir les rendre plus facilement accessibles. Et ici, en particulier, eh bien, il y a le CRBC, la bibliothèque de Landévennec, qui a été d'un grand secours également, la bibliothèque du diocèse. Donc, merci. Donc, cette feuille volante-là, en fait, comprend à la fois la vie de Michel Noblet et celle du Père Maunoir. Celle de Michel de Noblet, la plus longue, 80 couplets de 4 vers de 13 pieds. On n'en connaît pas la date d'édition, mais la période d'activité de Guilmer se situe entre 1820 et 1863. On n'en connaît pas non plus l'auteur. Le fait qu'il n'y ait pas d'imprimature peut laisser penser éventuellement qu'elle n'a pas été écrite par un prêtre. Dans sa conclusion, l'auteur interpelle spécifiquement les gens du Conquet comme s'il en faisait partie. Voilà. Par ailleurs, signalons que l'auteur picore allègrement dans le cantique du Père Maunoir sur les pèlerins de Saint-Michel à Douarnenez, et on retrouve la quasi-totalité des couplets du Père Maunoir dans cette feuille volante-là, parsemée à droite à gauche. Le style de la feuille est tout à fait conforme au style des productions du 19e. Simplement, on regrettera que l'auteur n'ait pas su contrôler son verbiage et réduire de moitié le volume, ça n'aurait rien enlevé. Pour en donner une idée, donc voici le contenu de ce texte, résumé en une douzaine de lignes, ce qui est largement suffisant. Il faut croire quand même que la feuille a reçu un bon accueil, puisqu'elle a fait l'objet de 2 éditions différentes, mais toutes les 2 chez Guilmer. Et de même, le fait que le timbre Michel Noblet soit recommandé pour cette vie, il correspond au numéro 55 des Canavonus Santel de l'abbé Henri, suppose, par voie de conséquence, que le cantique qu'on trouve dans les canticus spirituels de Maunoir était suffisamment connu des acheteurs, espéré par l'imprimeur, pour pouvoir servir de référence. Et cette chose-là se trouve confirmée par Bernard Lasblaise dans sa thèse, puisqu'il mentionne 8 chants utilisant ce même timbre, numéro 68 de son travail, donc a priori la marque d'une certaine popularité. Alors cette villa, composée par l'abbé Guillaume Guédès, n'est pas une feuille volante, en fait c'est un article une coupure de presse. En effet, on va voir au fil du temps la feuille volante se déplacer progressivement vers les revues. Autant au début du 19e, c'était franchement le seul support disponible, autant à partir de la fin du 19e, début du 20e, on voit pas mal de productions qui seraient apparues sous forme de feuilles volantes, qui rejoignent les colonnes des hebdomadaires ou des revues. De même que plus tard, la feuille volante suit son époque, la technologie de son époque. Juste après la guerre, on va la voir utiliser la Renéo avec l'encre violette caractéristique. Un petit peu après, ça sera des photocopies. Et aujourd'hui, en fait, quel est le média qui permet de diffuser à pas cher? Internet. Et donc, on voit régulièrement sur Internet paraître des compositions sur les événements du moment. Donc cette coupure ici est issue de Croix-Arbretonnet, 1898. Et grâce à Bernard Lasblaise, qui d'une part, il a repéré que la petite note, la signature est signée G. G, point, point, point. Comme c'est souvent une habitude des ecclésiastiques de ne pas donner leur nom, de donner simplement
initiale. Une main a noté à côté, et cette main-là, Bernard, donc l'a repéré qu'il s'agissait de l'écriture de Jean Bourdelousse. Monsieur Guedes, vicaire à Ouessant, et grâce à Yann Selton, on sait qu'il s'agit effectivement de Guillaume Guedes, qui était vicaire de 1889 à 1902 à Ouessant. Merci. Donc, contrairement au chant précédent, là on a affaire à un beau texte, bien écrit, agréable à lire, même s'il ne rend pas grand-chose sur le fond, mais, comme je le disais tout à l'heure, ça prouve que la disqualification des feuilles volantes est abusive. Autre vie de Michel de Noblet, encore des initiales, JMM, et donc derrière ce sigle, il faut comprendre qu'il s'agit de Jean-Marie Mine, qui a été auteur d'autres cantiques également, et l'imprimature de 1897, faute de garantir la date d'édition, donne au moins une date d'antériorité. En plus, on a à disposition une partition. Sur le texte, je ne l'ai pas mis là, mais c'est pareil, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Par contre, lui aussi fait mentir la réputation de mauvaise qualité des feuilles volantes. La structure en vers octosyllabes, la forme préférée des guerres anciennes, n'autorise pas le verbiage des vers longs et impose une expression plus nerveuse, plus dense, plus rythmée, plus agréable. Simplement, il est dommage que ce texte souffre de sa finalité. La feuille a été éditée pour contribuer à l'obtention de la béatification de Michel de Noblet. Il s'adresse à Michel de Noblet en direct, et le texte très laudatif est un peu à l'eau de rose ou à l'eau bénite, comme on veut, quoi. Et la feuille, d'ailleurs, ne cache pas sa fonction marketing, hein, et elle avertit au bas à la fin, ce cantique est vendu 10 centimes au profit de la cause de Don Michel. Voilà. Par contre, là où ça devient plus intéressant, c'est que ce cantique offre également l'intérêt de se retrouver parmi les envois de chants adressés par Maurice Ferraccioli de Boltilis pour le concours lancé par l'abbé Perrotte, qui voulait constituer son Barzaz Broléon. Et pour cette chanson, donc, Maurice Ferraccioli a obtenu le 32e prix. Et Eva Guillorel a très justement mis en évidence la caractéristique très particulière de cette collection. En effet, d'habitude, le collectage se traduit par la confrontation, par le tête-à-tête d'un collecteur et d'un collecté, le collecteur influençant d'une manière ou d'une autre, même éventuellement à son corps défendant, mais influençant son interlocuteur. Un chanteur ne va pas chanter des histoires salaces à un collecteur qui serait un prêtre, par exemple, ou des histoires de nobles dévoyés à un noble. Donc, il y a une influence implicite ou explicite. Quelquefois, tel collecteur va plutôt chercher des chansons historiques ou autres. Donc, là, en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas, puisque chacun était invité à envoyer les chansons qu'il trouvait les plus belles. D'où la surprise et la déception de l'abbé Perrotte, qui a vu arriver un bon nombre, un volume non négligeable, de chansons sur feuille volante et non pas de chansons traditionnelles correspondant, on peut l'imaginer dans sa tête, à un équivalent Léonard du Barzaz Brace, puisqu'il voulait faire lui un Barzaz Broléon. Mais il n'empêche que c'est quand même un témoignage tout à fait intéressant, parce que seulement quelques années après l'apparition de la feuille volante, ce chant a donc été considéré par cet habitant de Boltilis comme méritant de faire partie de son envoi,
et qui lui-même considérait que cette feuille était susceptible de lui permettre d'obtenir une bonne place au concours, quoi, hein. Dans sa transcription, il est très fidèle à la feuille volante, avec bien sûr quelques petites variations de graphie, l'omission de certains couplets, mais enfin, bon, un mot mal compris qui est remplacé par un autre, enfin des choses bien connues, qu'on peut peut-être aussi prendre comme des indices de début de folklorisation, ou bien de copie ou de copie sous dictée, enfin, tous les cas de figure sont envisageables. Ce cantique-là, alors, je ne l'ai pas vu, et je ne crois pas qu'il soit paru en feuille volante. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été composé par Bernard Cosanet, donc Gwenaël de son nom de plume, mais je ne le connais pas. Je ne sais pas si... J'en profite pour lancer un appel au secours, si quelqu'un dans la salle peut donner des indications. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est mentionné dans la préface écrite par Locke pour les Cloténobrezonec de Cosanet, qui ont été édités en 1948 par Vincent Saïté. Et Locke précise que le cantique a été fait à l'occasion des fêtes tenues au Conquet pour attribuer le titre de vénérable à Michel Noblet. Ce qui est bizarre, c'est que le manuscrit de cet ouvrage avait été préparé par Cosanet lui-même, avant d'être mis à Vincent Saïté, et que l'auteur n'a pas cru utile de joindre ce cantique en l'honneur de Michel de Noblet aux 7 autres qui étaient réunis dans le recueil. Point d'interrogation. Maintenant, nous allons aborder la question des compositions faites par Michel de Noblet. Ça a déjà été évoqué par Bernard Lasblaise hier. Moi, j'aborderai cette question-là sous l'aspect des rééditions en feuille volante. Donc, d'une part, on retrouve... alors, c'est vrai que Michel de Noblet est beaucoup plus connu pour ses taoulenouk que pour les cantiques perdus, quoi, hein. A priori, il y en a un ou deux qui sont parvenus jusqu'à nous et qui rappellent sa méthode pédagogique qui a été évoquée hier déjà, à savoir prendre un air traditionnel, bien connu des gens, et appliquer des paroles visant à expliquer tout le passage du catéchisme ou de la foi chrétienne. Ici, on a la remarque qui a été faite par ce jésuite anonyme, auteur du premier recueil de cantiques bretons en 1642, et qui ne dit rien d'autre, hein. Les autres airs sont empruntés des chansons qui se chantent communément en la Cornouaille, désignés au titre de chaque cantique. Cela néanmoins n'empêchera personne d'y appliquer tel air qu'il trouvera plus beau que les nôtres, ou plus à propos que le breton, et pour le sujet de chaque cantique, vu que la plupart des chansons bretonnes sont composées en rythme et vers de 8, 10, 12 syllabes, comme le sont les cantiques de ce livret pour la plupart. Donc une méthode courante, où l'air est courante également dans la pratique traditionnelle, où l'air est souvent plus ancien que la chanson. Une méthode qu'on retrouve également, par exemple, dans Diuna, où des chansons profanes contemporaines sont composées sur des airs plus anciens, ou bien qu'on trouve dans les pays de l'Est, hein, en Bulgarie. Aujourd'hui, la difficulté dans les concours de chansons, c'est pour les jurys, c'est de faire comprendre aux gens que les chansons traditionnelles qui chantent avec des paroles réinventées il y a 50 ans à la gloire du parti et du travail, ben, ça ne serait pas plus mal de reprendre les paroles traditionnelles, quoi. Donc, première chanson, « Mais me choisis de ma maîtresse », qu'on voit dans les canticos spirituels de Beaunoir à partir de 1618, comme ça a été dit hier. Et qu'on connaît en feuille volante sous forme de 2 éditions, qui en fait très très proches l'une de l'autre, c'est simplement des détails typographiques qui changent.
avec ce fameux couplet Même choisir de ma maîtresse, qui est un incipit extrêmement fréquent et qui, en même temps, est significatif aussi des détournements de timbre qu'on trouve souvent dans les chansons ou dans les cantiques. Hein. À titre d'exemple, par exemple, la chanson Bouteille mon amour, qui sert de timbre au Noël, Ô Jésus mon amour. Bon. Ou bien le cantique à Sainte-Anne, Roi Escarré dans Arvor ou Membre le Nadrué, qui est réputé pour avoir été recueilli par Job le Baillon auprès d'un soldat à la Garderée, qui chantait l'histoire un petit peu légère de Mélinaire Quetrivas. Donc voilà, hein, alors ça peut expliquer aussi pourquoi la bonne société se révoltait contre les pratiques de Michel de Noblet, parce qu'en fin de compte, il connaissait la chanson plus ou moins légère, et donc il trouvait scandaleux qu'elle serve à un cantique, quoi. L'autre chanson, c'est donc Même se préparait au banquet. Alors là, on en trouve beaucoup de versions, on en trouve au moins 5 éditions différentes, dont certaines anciennes, en particulier chez Derrien. Donc Derrien à Quimper, ça veut dire la fin du 19e, fin du 18e ou tout début du 19e. Deux versions différentes, oui, 2 éditions différentes chez Derrien, mais avec la même technique, c'est-à-dire on reprend le premier couplet et après on transforme les paroles. On connaît cette chanson-là dans la tradition orale, recueillie par Yves Le Déverder auprès de Perrine Daniel, où effectivement on voit que la suite de la chanson n'a absolument rien de particulièrement religieux, quoi. À côté de ces chansons de Le Noblet, il faut mentionner les feuilles volantes sur la vie de ses sœurs. Alors d'une part, celle-ci sur sa sœur Marguerite. Dans la feuille volante, on ne sait pas qui est l'auteur, mais grâce à un article paru dans Face à Braise, l'abbé Perrotte explique qu'il a reçu le texte de Piel Kéfurus et que c'était un cahier de la main de Marc Persson, qui était recteur à Plouguerneau, prêtre à Plouguerneau en tout cas, entre 1685 et 1698. Et donc, ceci est vrai tant pour cette vie de Marguerite Le Noblet que pour Anne Le Noblet. Donc, il faut que je conclue, mais avant de conclure, il faut quand même que je vous parle de la tradition orale. Donc, on a un autre texte qui, lui, est un texte de tradition orale, et là, j'en profite pour faire un autre appel à la population. C'est-à-dire que ici on a Méline qui nous transmet ce texte-là. Malheureusement, je ne sais pas d'où il vient. Par contre, ce que je sais, c'est que en tradition orale, et dans les collections qui sont consultables à Dastum, sur le site de Dastum, on va trouver un certain nombre d'exemples. Par exemple, alors en fait le texte est très proche de celui de Méline. J'arrive pas à l'éteindre. Bon, il faut conclure. Donc voilà, donc à Dastum, il y a une dizaine de versions comme ça, toutes léonardes, toutes assez stables, les unes par rapport aux autres. Donc cette stabilité-là fait penser à une feuille par derrière.
J'ai interrogé à droite à gauche, mais j'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas d'où ça vient. Et donc, on voit que de Méline, fin du 19e, aux collectages qui sont déposés à l'Astume, fin du 20e, on a une grande stabilité, mais un point d'interrogation. Donc, ce qui me semble important quand même de dire pour terminer, c'est que la grande différence qu'on peut faire entre les feuilles volantes et la chanson traditionnelle, c'est que la feuille volante ou l'article de journal peut rester tout à fait confidentiel ou peut devenir populaire, on n'en sait rien, mais n'est pas forcément significatif d'une popularisation de la feuille. Alors que dans le cas de la tradition orale, nécessairement, ça suppose que la chanson est devenue populaire, voire traditionnelle. Ça suppose un assentiment de la part de la société qui la véhicule et qui la transmet et qui la chante. Ça suppose que c'est reçu comme étant vrai par la population, parce qu'on ne chante pas quelque chose qu'on ne ressent pas comme étant vrai. Et ça, en dehors de tout environnement, de tout contexte religieux, ça peut être fait en privé, à la veillée, ou à l'occasion d'un concours public, comme ça a été le cas pour certains de ces enregistrements. Donc, on voit autour du même personnage et sur 4 siècles, 3 grands vecteurs de transmission en direction d'un public populaire. Les taolenu, puisque la technique a été reprise par d'autres. Les feuilles volantes et la presse périodique en tant qu'outil prosélyte pour propager le souvenir et essayer d'obtenir la béatification de Michael Noblesse. Et puis la tradition orale en tant qu'expression consensuelle, populaire, d'un souvenir toujours vivant ou d'une admiration envers un personnage respecté.